Cet homme pensait qu'il pouvait harceler une femme noire sans conséquence, jusqu'à ce qu'il réalise, qui était assis juste derrière lui. Gail prit une profonde inspiration alors que l'énergie trépidante de l'aéroport l'enveloppait, elle et Jasmine. Elle venait de passer des semaines en Jamaïque à renouer avec des racines qui semblaient à la fois intimement familières et lointainement étrangères après des années d'absence. Le voyage avait été un mélange de douces retrouvailles et de visites poignantes dans des lieux rappelant une famille disparue. Chargée de sacs contenant bien plus que des vêtements, pleins d'épices artisanales et d'une lourde nostalgie, elle faisait la queue pour leur vol de retour vers Londres. Jasmine, la fille de Gail, toujours la plus pragmatique des deux, vérifia à nouveau leur carte d'embarquement. « Maman, on dirait que nous ne sommes pas assises ensemble. Tu es en 14C et je suis en 18D. » Son front se fronça légèrement, non par frustration, mais de cette manière protectrice qu'elle avait développée depuis qu'elle voyageait plus souvent ensemble. Gail sourit et rit doucement. « Tout va bien, chérie, ce n'est que quelques heures et on peut gérer. Nous atterrirons à Londres avant que tu ne t'en rendes compte et nous pourrons rire de cela aussi. » Mais intérieurement, Gail ressentit une pointe de déception. Elle avait espéré partager le vol de retour pour absorber le reste de leur voyage ensemble. Alors qu'elle traversait la sécurité, l'efficacité du processus ne pouvait effacer la chaleur du soleil des Caraïbes, toujours présente sur leur peau, ni l'écho des rues animées de la Jamaïque dans leurs oreilles. Le contraste entre les rythmes détendus des îles et les couloirs stériles de l'aéroport était frappant, leur rappelant à chaque pas qu'elle laissait derrière elle quelque chose de précieux. En montant à bord de l'avion, Gail navigua dans l'allée étroite avec aisance, malgré ses légers problèmes de mobilité. Son siège était près de l'allée, pratique pour elle. Jasmine n'était que dans quelques rangées derrière, de l'autre côté. Elles échangèrent un regard rassurant avant de s'installer. Gail plaça son bagage à main dans le compartiment supérieur et garda son sac à main contenant uniquement son téléphone et un livre sur ses genoux. Les sièges autour d'elle se remplissaient rapidement, l'avion bourdonnait de la cacophonie des passagers rangeant leurs sacs, bouclant leurs ceintures et échangeant des plaisanteries. Elle sourit à un jeune couple de l'autre côté de l'allée, partageant un moment de compréhension tacite alors qu'il luttait avec un bagage particulièrement têtu. Juste au moment où Gail était sur le point de se pencher en arrière et plonger dans son livre, une ombre la surplomba. Elle leva les yeux et vit un homme debout à côté d'elle, son expression assombrie par l'impatience. Il ne souriait pas et ne fit pas de salutation, seulement un hochement de tête sec indiquant qu'il devait passer pour atteindre le siège près de la fenêtre. « Bien sûr », répondit Gail, sa voix masquant sa surprise face à son brusque comportement. Elle commença à se lever, sentant la protestation familière de ses genoux. C'était un petit rappel de son âge, généralement ignorable, mais parfois pratique comme au moment où elle avait besoin de plus de temps pour bouger. Alors qu'elle se redressa, l'homme soupira de manière audible, son langage corporel rayonnant d'agacement. Le cœur de Gail se serra. Elle avait espéré que son voyage de retour serait aussi serein, que sa visite avait été rajeunissante. Ne voulant pas laisser cette interaction donner le ton de son vol, elle sourit et s'écarta pour lui permettre de passer. Une fois assise à nouveau, elle tenta de se débarrasser de l'inconfort. À l'extérieur, le soleil commençait tout juste à se coucher, projetant une lueur dorée à travers les fenêtres de l'avion, baignant la cabine d'une lumière douce et chaude, un contraste saisissant avec l'interaction froide qu'elle venait de vivre. Gail se pencha en arrière, ferma les yeux et pensa à la fois à celle qu'elle venait de quitter et à celle où elle retournait, se réconfortant en pensant que peu importe les petites épreuves, elle était sur le chemin du retour. Gail venait juste de réussir à se réinstaller, lorsque l'homme, identifié comme Eric par ses cartes d'embarquement, prit le siège près de la fenêtre à côté d'elle. Il y eut un frisson palpable de sa part, remplissant l'espace d'une tension tacite. Toujours pacifiste, Gail décida de briser la glace, en le parlant. « Longue journée, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, avec un doux sourire dans l'espoir d'atténuer l'inconfort. Eric se tourna pour la regarder, son visage se tordant en un ricanement qui prit Gail au dépourvu. « J'aurais préféré un autre siège, » marmonna-t-il, son ton empreint de quelque chose de plus dur que de l'agacement. Le sourire de Gail s'effondra, mais elle garda son sang-froid. « Je suis désolée de l'apprendre. Ces sièges sont très étroits. » « J'espère que nous pourrons tous les deux en tirer le meilleur parti, » répondit-elle en essayant de se concentrer sur le livre sur ses genoux, un signal clair qu'elle n'était pas intéressée à poursuivre une conversation inconfortable. Mais Eric n'avait pas fini. « Non, vous ne comprenez pas. Je veux dire, j'aurais préféré ne pas m'asseoir à côté de quelqu'un comme vous, dit-il, sa voix basse mais tranchante.
Gail leva les yeux, légèrement écarquillés. « Je vous demande pardon ?» demanda-t-elle, incertaine de l'avoir bien entendu. Les lèvres d'Eric se retroussèrent dans une expression dédaigneuse. « Tu m'as entendu. C'est déjà assez grave que je sois coincé sur ce siège, mais à côté d'une femme noire ? Il devrait considérer ces choses lors de l'attribution des sièges. » Les mots frappèrent Gail comme un coup physique. Son cœur s'éleva, ses mains tremblèrent légèrement, mais elle prit une profonde inspiration pour garder sa voix stable. « Je crois que tout le monde a le droit de s'asseoir où on lui assigne, indépendamment de notre apparence ou de notre origine, dit-elle calmement. Eric se moqua en tournant son regard vers la fenêtre. « Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de confort, mon confort. Les gens comme vous rendent les gens comme moi mal à l'aise. » L'esprit de Gail fut ébranlé par le racisme flagrant, un contraste saisissant et laid, avec le monde qu'elle venait de quitter en Jamaïque, où sa peau n'était pas un objet de mépris, mais une marque de son héritage. Elle lutta pour trouver des mots qui pourraient combler le gouffre de compréhension entre eux, mais n'en trouva aucun qui semblât adéquat. L'envie d'argumenter pour se défendre et affirmer sa dignité était écrasante, mais elle se souvint de sa fille juste derrière elle, et des innombrables batailles qu'elle avait menées et parfois perdues simplement à cause de sa couleur de peau. « Je suis ici pour voyager tout comme toi, dit-elle finalement d'une voix calme mais ferme. Je ne suis pas là pour te mettre à l'aise ou mal à l'aise. Je suis juste là. » Eric se tourna pour lui faire face, ses yeux froids. « Eh bien, tu fais un travail terrible en étant simplement là, dit-il sèchement. Reste tranquille et reste là pour toi, c'est ce que tu peux faire de mieux. » Piquée par ces paroles, Gail détourna le regard, serrant plus fort son livre. Elle fixa le dossier du siège devant elle, se concentrant pour retrouver son calme. La confrontation l'avait ébranlée, mais elle était déterminée à ne pas laisser cela définir son voyage. Depuis son siège, Jasmine avait raté l'échange initial, mais avait remarqué la tension. Elle garda les yeux sur sa mère, prête à intervenir au premier signe de détresse. Pendant qu'Eric se rasseyait, son mécontentement évident dans chaque ligne de son corps. Le vol se préparait pour le décollage. Dans cet espace étroit à des milliers de pieds au-dessus du sol, Gail sentit le poids d'une vie de confrontation similaire, chacune un rappel du chemin que la société devait encore parcourir. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se prépara pour les heures à venir, tirant sa force de la résilience qui l'avait portée si loin. De quelques rangées en arrière, Jasmine entendit l'escalade de son inquiétude alors qu'elle captait des extraits de la conversation. Elle déboucla sa ceinture de sécurité et se dirigea vers le siège de sa mère. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix avec un signal clair de sa position protectrice. Eric regarda Jasmine approcher. « Ce ne sont pas vos affaires, retournez à votre siège, claqua-t-il, ses yeux passant de Jasmine à Gail. « Ce sont mes affaires quand vous parlez à ma mère de cette façon, rétorqua Jasmine en restant debout. Son intervention attira l'attention des passagers à proximité, certains se retournant pour regarder la scène. Gail, sentant l'inquiétude de sa fille, posa une main sur le bras de Jasmine. « C'est bon, chérie, ne faisons pas d'histoire. » Mais Jasmine n'était pas prête à reculer. « Non maman, ce n'est pas bon. Il ne peut pas te parler comme ça. » Alors que les voix s'élevaient, une hôtesse de l'air se précipita, son visage gravé d'inquiétude. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-elle, son ton professionnel mais anxieux. Eric se tourna vers l'hôtesse de l'air, sa voix assez forte pour que plusieurs rangées l'entendent. « Oui, il y a un problème. Je suis harcelé par ces deux-là », fit-il un geste accusateur vers Gail et Jasmine. L'hôtesse de l'air regarda entre elles, essayant d'évaluer la situation. « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Puis-je demander à tout le monde de baisser la voix ? Cela provoque une perturbation. » Jasmine, sa voix ferme et claire, s'adressa à l'hôtesse. « Il a abusé verbalement de ma mère à cause de sa race. Nous voulons juste avoir un vol paisible. » Les yeux de l'agent de bord s'élargirent légèrement à la mention d'abus racial. Une accusation grave qui changea la nature de l'incident. « Je devrais le signaler. »« S'il vous plaît, tout le monde reste calme », marmonna Eric dans sa barbe. Mais ces mots étaient suffisamment audibles, faisant d'une taupinière une montagne. La préposée s'éloigna pour parler dans son casque, appelant probablement plus de soutien, tandis que les passagers murmuraient entre eux. «
Certains secouaient la tête en signe de désapprobation du comportement d'Eric, tandis que d'autres essayaient d'ignorer le drame dans le silence rempli de tension qui suivit. Gail tendit la main pour saisir celle de sa fille, la serrant doucement. « Merci, Jasmine », murmura-t-elle, sa voix empreinte à la fois de gratitude et de chagrin. Jasmine hocha la tête en restant près de sa mère, consciente des regards posés sur elle mais concentrée, uniquement sur le réconfort de Gail. L'atmosphère de la cabine était lourde de malaise. La préposée revint, et il était clair que le voyage de Barcelone à Londres serait tout sauf fluide. Les instincts protecteurs de Jasmine étaient pleinement en éveil alors qu'elle se tenait fermement à côté de sa mère. Sa posture était résolue, ses yeux fixés sans hésitation sur Eric. Autour d'elle, l'atmosphère devenait plus calme tandis que les passagers observaient le drame se dérouler. « Vous devez arrêter maintenant », affirma Jasmine, sa voix ferme mais empreinte d'une intensité palpable. « Vous n'avez pas le droit de parler à ma mère de cette façon. » Eric, avec son visage déformé par l'agacement, se moqua des paroles de Jasmine. « Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» contesta-t-il, son ton condescendant. La réponse de Jasmine fut rapide et féroce. « Je te tiens tête, c'est ce que je fais. Le racisme n'a pas sa place ici ou ailleurs. » L'audace de la position de Jasmine suscita des réactions mitigées parmi les passagers environnants. Certains hochaient la tête en signe d'accord, offrant un soutien silencieux, tandis que d'autres se déplaçaient inconfortablement dans leur siège, choisissant d'observer plutôt que de participer. Eric se pencha en avant, avec une expression d'inquiétude moqueuse. « Oh, tu me tiens tête ? Et avec quelle armée ?» Jasmine balaya les autres passagers du regard, les incitant à réfléchir à leurs propres valeurs. Gail, témoin du courage de sa fille, ressentit une vague d'émotions mitigées, de la fierté pour le courage de Jasmine mêlée de peur pour sa sécurité. Elle posa une main sur le bras de Jasmine, un doux appel à la prudence. Une hôtesse de l'air s'approcha d'eux à nouveau, cette fois avec une présence plus affirmée. « J'ai besoin que tout le monde se calme », dit-elle fermement. « Ce genre de comportement n'est pas acceptable sur nos vols. Monsieur, si vous continuez à causer de la détresse aux autres passagers, nous devrons peut-être prendre des mesures supplémentaires. » Eric, réalisant la gravité de la situation, baissa momentanément la voix. « J'exprimais juste mon inconfort, » marmonna-t-il, essayant de présenter son sectarisme comme une simple plainte. Jasmine, cependant, n'était pas influencée. « Votre inconfort ne justifie pas le racisme. Cela ne vous donne pas le droit de rabaisser ma mère ou quelqu'un d'autre. » L'hôtesse de l'air hocha la tête, reconnaissant le point de vue de Jasmine. « Nous méritons tous de voyager sans être insultés ou harcelés. Je reviens tout de suite. Je dois consulter le capitaine à propos de cette situation. » Alors que l'agent de bord s'éloignait, Eric se rassit, ses lèvres pincées, calculant clairement son prochain mouvement. L'air restait tendu, mais la défense inébranlable de Jasmine envers sa mère avait déplacé quelque chose dans la cabine. D'autres passagers commencèrent à murmurer entre eux, certains exprimant leur dédain pour le comportement d'Eric, d'autres louant le courage de Jasmine. Jasmine se tourna vers sa mère, son visage s'adoucit. « Maman, tu vas bien ?» Gail hocha la tête en serrant la main de Jasmine. « Je le suis maintenant grâce à toi. » Ce moment fut un rappel poignant de la force durable entre elles, forgée au fil des années de soutien mutuel à travers les défis. La prise de position de Jasmine, grande et petite, ne visait pas seulement à confronter l'homme qui avait fait du tort à sa mère, mais aussi à affirmer leur dignité face à un racisme flagrant. Alors qu'ils attendaient le retour de l'agent de bord, la présence protectrice de Jasmine fournissait une déclaration silencieuse mais puissante. Elle défendrait toujours sa mère, quel que soit le contexte, quel que soit l'adversaire. Cet acte de défi était un témoignage de son caractère et une démonstration claire des valeurs profondément enracinées que Gail lui avait inculquées. Alors que la confrontation entre Jasmine, Gail et Eric mijotait dans l'espace confiné de l'avion, cela attira inévitablement l'attention des autres passagers. L'inconfort initial d'entendre le dur échange céda la place à une prise de conscience plus large, obligeant certains à choisir leur camp, qu'ils soient partisans bruyants ou spectateurs silencieux. Un homme d'âge moyen, assis de l'autre côté de l'allée, qui avait suivi depuis le début le litige, prit finalement la parole. « Il n'y a pas besoin de ce genre de discours », dit-il à Eric, sa voix ferme mais imprégnée de désapprobation. «
Nous essayons tous simplement d'arriver à un endroit où personne ne devrait avoir à subir une insulte. Eric jeta un regard noir à l'homme, mais l'intervention sembla enhardir les autres. Une jeune femme avec des écouteurs autour du cou se pencha en avant depuis la rangée derrière Gail et Jasmine. « Il a raison », dit-elle d'un ton ferme. « Ce n'est pas bien de faire en sorte que quelqu'un se sente en danger ou importun. Nous vous entendons et nous sommes avec vous », ajouta-t-elle en hochant la tête vers Jasmine et Gail. Les réponses de ces passagers déclenchèrent un effet d'entraînement. Les têtes commencèrent à hocher en signe d'accord, et quelques passagers murmurèrent leur soutien, créant une atmosphère collective de solidarité qui contrastait fortement avec les quelques personnes qui choisirent de rester en retrait, les yeux fixés sur leurs appareils ou sur le dossier des sièges devant eux. L'hôtesse de l'air revint, accompagnée d'un deuxième membre d'équipage, à la fois clairement briefé et plus déterminé à gérer la situation. « Nous sommes là pour assurer le confort de tous », annonça le deuxième accompagnateur à la cabine, s'adressant au public collectif qui s'était formé. Si quelqu'un se sent harcelé ou discriminé, nous vous encourageons à en parler. Nous prenons cela très au sérieux. Leurs paroles semblaient formaliser le fossé entre alliés et adversaires. La position proactive qui en résulta rassura Gail et Jasmine, donnant un sentiment de soutien institutionnel qui semblait initialement manquer. Eric, sentant le poids de nombreux yeux sur lui, s'affala sur son siège. Sa bravade antérieure diminuait. Sa voix, lorsqu'il parla ensuite, avait moins de conviction. Je disais juste ce que je pensais. Je ne voulais pas provoquer une scène. Jasmine, cependant, n'était pas prête à laisser l'affaire se terminer là. Tempérée mais toujours brûlante, elle répliqua « Dire ce que vous ressentez ne vous donne pas carte blanche pour être blessant ou raciste. Il est important que tout le monde comprenne cela. » Les agents de bord hochèrent la tête avec sérieux. « Nous allons documenter cet incident », confirma l'un d'eux en regardant directement Eric. « S'il vous plaît, essayons tous de maintenir la paix pour le reste du vol. » Alors qu'ils s'éloignaient, des discussions bourdonnaient dans la cabine. L'incident avait déclenché des conversations sur le respect de la race et le rôle de l'intervention communautaire dans de tels conflits. Certains passagers partagèrent leurs propres expériences, tandis que d'autres réfléchissaient à l'importance de défendre ce qui est juste, même dans des contextes inconfortables. Gail, témoin du soutien déployé, ressentit un mélange complexe de gratitude et de tristesse que de telles interventions soient encore nécessaires. Jasmine serra la main de sa mère en guise de reconnaissance silencieuse, un moment doux amer alors que l'avion traversait les nuages au-dessus de l'Atlantique. Gail se retrouva à dériver dans les profondeurs de sa mémoire, chaque mot désagréable d'Eric remuant les échos d'un passé chargé de batailles similaires. Elle regarda par la petite fenêtre à côté d'elle, le bleu infini contrastant fortement avec la tempête d'émotions de son voyage. Le voyage de Gail de la Jamaïque à Londres, il y a des années, avait été alimenté par l'espoir et la promesse de nouvelles opportunités. Mais à son arrivée, elle apprit rapidement que les rues de Londres n'étaient pas pavées d'or d'opportunités, mais souvent de graviers durs d'intolérance et de discrimination. À ses débuts à Brixton, où de nombreux immigrants des Caraïbes s'étaient installés, Gail fit face à un accueil froid. La communauté dynamique fit de son mieux pour prospérer au milieu de l'adversité, mais le froid du racisme était omniprésent. Gail se retrouva confrontée à plusieurs reprises aux préjugés, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le marché du travail. Son accent et la couleur de sa peau étaient des sujets d'examen minutieux et de préjugés, créant des barrières difficiles à surmonter. En occupant divers emplois, du nettoyage des bureaux à l'aide dans une école locale, Gail se fit des amis qui partageaient ses luttes. Ensemble, ils se soutenaient mutuellement dans les défis de l'adaptation à un nouveau pays tout en faisant face à un racisme flagrant. Ils célébrèrent de petites victoires et pleurèrent les pertes ensemble, y compris les pertes tragiques d'amis victimes de violences raciales, un rappel brutal et douloureux des dangers auxquels ils étaient confrontés simplement du fait d'être qui ils étaient. Les pensées de Gail s'attardèrent sur un incident particulièrement héroïque, l'arrestation injustifiée d'un ami proche accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. L'événement avait été un moment galvanisant pour elle, la poussant à participer aux plaidoyers communautaires et aux manifestations contre la brutalité policière. Ses efforts, remplis à la fois de désespoir et de détermination, avaient renforcé sa détermination, mais aussi approfondi son sentiment d'aliénation. En réfléchissant à ses expériences, Gail réalisa à quel point elle l'avait forgée pour devenir la femme qu'elle était désormais, résiliente et inébranlable, mais lasse de devoir justifier son existence. Elle avait espéré qu'avec le temps, la société changerait et que les batailles menées par sa génération ouvriraient la voie à un monde plus compréhensif. Pourtant,
Elle était là, des décennies plus tard, à défendre son droit d'exister dans l'espace qu'elle avait légitimement payé pour occuper. Un rappel que certaines batailles étaient en cours. La douleur de son passé était un poids lourd, mais c'était aussi la source de sa force inébranlable. Chaque insulte qui lui avait été lancée au fil des années avait été accueillie avec une résilience tranquille, à chaque acte. Jasmine tendit la main pour lui serrer doucement la main, la ramenant au présent. Le courage et la protection féroce de sa fille sur ce vol témoignaient de la valeur qu'elle avait inculquée. C'était une prise de conscience douce amère, la lutte n'était plus la sienne seule. Son passé n'était pas seulement une histoire de douleur, mais un héritage de résistance que Jasmine portait désormais. La tension dans la cabine atteignit un niveau presque palpable avec des discussions murmurées et des regards inquiets échangés dans tout l'avion. Eric, frémissant de frustration après avoir été interpellé par Jasmine et réprimandé par d'autres passagers, devint de plus en plus agité. Ses mots devinrent plus durs, son attitude plus menaçante. Alors qu'un autre mot dur sortait des lèvres d'Eric, une nouvelle voix traversa soudainement l'atmosphère tendue, suffisamment tranchante pour imposer le silence. Tous les yeux se tournèrent vers la source, un grand homme aux larges épaules assis quelques rangées derrière Gale et Jasmine. L'homme, nommé David, se leva pour attirer l'attention et se dirigea vers le siège d'Eric d'un pas déterminé, le visage figé dans une expression ferme de désapprobation. « Monsieur, vous devez arrêter cela maintenant. Il n'y a pas de place pour votre comportement sur ce vol ou ailleurs, » déclara David sans équivoque en se tenant au-dessus d'Eric avec un air autoritaire. Eric leva les yeux, momentanément surpris par l'intervention de David. Son visage rougit de colère alors qu'il rétorquait « Et qui es-tu pour me le dire ?» Avant qu'Eric puisse finir, David l'interrompit « Je suis quelqu'un qui croit au traitement des autres avec respect, quelque chose que tu n'as pas réussi à montrer. » Sa voix était calme mais portait un bord d'acier. La cabine se tut. La tension changea alors que les passagers observaient le changement de dynamique. Voyant que ses agressions verbales ne gagnaient plus de terrain, Eric fit un léger mouvement comme pour se lever de manière agressive. Réagissant rapidement, David se rapprocha en plaçant une main ferme sur l'épaule d'Eric, le poussant doucement mais fermement vers le siège. « Vous n'allez nulle part. Asseyez-vous et restez silencieux. Vous causez de la détresse à tout le monde autour. » Eric ressentit la ferme pression de la main de David, sa colère maintenant mêlée à un soupçon de peur. L'intervention physique semblait sceller la nouvelle frontière fixée par David, le marquant comme un protecteur et un héros inattendu aux yeux de Gale, Jasmine et des autres passagers. Gale, qui avait regardé la scène se dérouler avec un mélange de choc et de soulagement, trouva sa voix. « Merci », dit-elle, sa voix transportant une chaleur qui se propageait à travers les sièges voisins, atténuant l'emprise froide de la confrontation précédente. David fit un signe de tête à Gale puis tourna son regard autour de la cabine, s'adressant également aux autres passagers. « Essayons simplement d'avoir un vol paisible à partir de maintenant. Il n'y a aucune raison pour que quiconque se sente menacé ou mal à l'aise, » déclara-t-il, donnant un nouveau ton pour le reste du voyage. L'agent de bord, ayant été témoin de l'intervention de David, s'approcha de lui. « Merci pour votre aide, monsieur. Nous allons le prendre à partir d'ici. S'il vous plaît, retournez à votre place. » Pendant que David retournait à sa place, le préposé lui fit un signe de tête reconnaissant, son expression de remerciement soulagée. Jasmine se pencha vers sa mère en chuchotant « C'était incroyable. » Gale hocha la tête en suivant David du regard alors qu'il retournait à son siège, ressentant un sentiment de sécurité renouvelé, un contraste frappant avec la vulnérabilité qu'elle avait éprouvée quelques instants auparavant. L'intervention de David avait non seulement modifié la dynamique de pouvoir immédiate, mais laissé également un impact durable sur l'atmosphère à bord. Eric resta silencieux, maîtrisé par la position affirmée de David. Le reste des passagers, séduits par la résolution et la position contre le sectarisme, engagèrent des conversations plus calmes et plus détendues. L'ambiance se détendit et un sentiment de communauté, même temporaire, se forgea face à l'adversité. Après l'intervention dramatique de David, les agents de bord se réunirent près de l'avant de la cabine, chuchotant entre eux de toute urgence. Ils essayaient clairement de concevoir une stratégie pour gérer les perturbations en cours sans aggraver davantage les tensions. Cependant, la résolution à laquelle ils parvinrent révéla bientôt un défaut de compréhension de la dynamique de la situation et un faux pas dans leur approche de la résolution des conflits. Avec un presse-papier à la main, l'agent de bord principal s'approcha d'abord de Gale et Jasmine.
Son expression était un mélange d'inquiétude professionnelle et d'anxiété sous-jacente. « Madame, nous devons assurer la sécurité et le confort de tous nos passagers », commenta-t-elle, sa voix basse mais ferme. « Nous allons vous déplacer, vous et votre fille, pour aider à désamorcer la situation. » Jasmine, prise de court, répondit immédiatement « Pourquoi sommes-nous ceux qui sont déplacés ? Nous étions juste en train de nous défendre. » C'est lui qui causait tous les ennuis, désignant subtilement Eric, qui regardait l'échange avec une expression suffisante. L'hôtesse de l'air soupira, un air de sympathie apparaissant momentanément sur son visage avant de retrouver son calme. « Je comprends, mais nous pensons que cela aidera à garder les choses calmes pour le reste du vol, » expliqua-t-elle sans croiser le regard de Jasmine. À contre-cœur, Gail hocha la tête, comprenant la position difficile dans laquelle se trouvaient les préposés, mais ressentant une piqûre d'injustice. Elle rassembla ses affaires, et avec Jasmine, suivit le préposé dans l'allée jusqu'à leur nouveau siège plusieurs rangées en arrière, attirant des regards curieux. Les regards des autres passagers, dont certains secouaient la tête en signe de désapprobation de la décision de la compagnie aérienne, accompagnaient Gail et Jasmine tandis qu'elles s'installaient dans leur nouveau siège. Jasmine murmura farouchement que ce n'était pas bien. « Maman, il lui facilite simplement la tâche en nous déplaçant au lieu de s'occuper du vrai problème. » Gail posa une main apaisante sur le bras de Jasmine. « Je sais, chérie, mais ne laissons pas cela gâcher notre voyage plus qu'il ne l'a déjà fait. Nous savons que nous n'avons rien fait de mal. » Pendant ce temps, les agents de bord revinrent vers Eric pour lui offrir une réprimande superficielle. « Monsieur, s'il vous plaît, restez calme et évitez tout autre commentaire ou action qui pourrait être considéré comme perturbateur, » déclara un préposé dont le ton manquait de la fermeté nécessaire pour exprimer une véritable autorité. Eric hocha la tête en présentant des excuses sans enthousiasme avant de se réinstaller dans son siège, clairement satisfait du résultat. Il avait été effectivement récompensé pour son comportement sans réelle conséquence pour ses actes. Ce faux pas de l'équipage de conduite mit en évidence un problème plus large souvent observé dans la gestion des incidents ratios. La tendance avait donné la priorité à une paix superficielle plutôt qu'à la justice, ce qui peut par inadvertance perpétuer les comportements mêmes qu'il vise à décourager. En déplaçant Gail et Jasmine au lieu de s'attaquer directement au racisme d'Eric, les autorités à bord de l'avion avaient envoyé un message clair. Le fardeau du maintien de l'harmonie incombe souvent aux victimes de harcèlement et non aux auteurs. Après s'être assuré que Gail et Jasmine étaient quelque peu installés dans leur nouveau siège, David retourna à sa place. Mais son implication dans l'incident n'était pas terminée. Il sortit son smartphone, un appareil qu'il utilisait généralement pour se connecter avec ses nombreux abonnés sur diverses plateformes de médias sociaux. En tant qu'influenceur qui discutait fréquemment des questions de justice sociale, David reconnut l'impact potentiel de l'incident dont il venait d'être témoin. Avec un froncement de sourcils pensif, il commença à rédiger un message. Il mit d'abord en ligne une vidéo qu'il avait discrètement enregistrée de l'altercation, capturant les commentaires au vitriol d'Eric et la réponse de l'équipage de conduite. La vidéo était claire, l'audio suffisamment net pour discerner les mots troublants et la réponse inadéquate des figures d'autorité à bord de l'avion. La légende de David était succincte mais puissante. Intervention dans un cas évident de harcèlement racial sur mon vol aujourd'hui. La réponse des victimes a demandé la paix. C'est ainsi que nous gérons le racisme maintenant. Lorsque l'avion atterrit sur le tarmac, David publia son message. À l'aéroport d'Heathrow de Londres, sous un ciel gris reflétant l'ambiance sombre à l'intérieur de la cabine, l'avion roulait jusqu'à la porte d'embarquement. Les passagers, pris dans les turbulences du conflit pendant le vol, se préparaient à débarquer. Pour Gail et Jasmine, la fin du vol apportait un mélange de soulagement et d'appréhension quant à ce qui pourrait suivre. L'incident qui avait éclaté dans le ciel gagnait désormais du terrain au sol. La vidéo de David avait largement circulé, suscitant l'indignation et incitant à une conversation plus large sur le racisme et la responsabilité dans les espaces publics, en particulier au sein de l'industrie du transport aérien. Le hashtag Justice pour Gail était à la mode, avec les utilisateurs des médias sociaux appelant au boycott de la compagnie aérienne jusqu'à ce qu'elle réponde correctement à leurs griefs. Les passagers commençaient à récupérer leurs affaires et des chuchotements remplissaient la cabine, accompagnés de regards sympathiques envers Gail et Jasmine, désormais reconnus grâce à la vidéo virale. D'autres passagers tapaient avec ferveur sur leur téléphone, partageant probablement leur propre récit du vol ou réagissant aux discours en cours sur les réseaux sociaux. La compagnie aérienne, consciente de la tempête en ligne, s'était empressée de formuler une réponse. Le personnel des relations publiques s'était réuni à l'aéroport pour gérer les retombées.
Des badges de presse avaient été distribués et une petite zone de coordination pour un point de presse avait été mise en place en prévision de l'arrivée des journalistes attirés par l'incident viral. Gail et Jasmine descendaient le G-Bridge jusqu'au terminal où elles furent accueillies par les représentants de la compagnie aérienne. Ces derniers exprimèrent leurs excuses et proposèrent de les aider davantage. Les représentants étaient polis mais nerveux, conscients des caméras qui commençaient à se rassembler dans le terminal. Pendant ce temps, Eric, l'homme au centre de la controverse, sortait tranquillement de l'avion, tentant d'éviter d'être remarqué. Sa bravade antérieure s'était évaporée, remplacée par une anxiété palpable quant aux conséquences réelles de ses actes. Les journalistes, ayant eu vent de l'histoire, approchèrent rapidement Gail et Jasmine pour une déclaration. Jasmine, protectrice, s'avança pour parler en leur nom. Nous espérons que cet incident entraînera de réels changements, non seulement dans cette compagnie aérienne, mais dans toute l'industrie. Personne ne devrait avoir à endurer ce que ma mère a vécu aujourd'hui. Sa voix était ferme et claire. La déclaration préparée par la compagnie aérienne, lue par un porte-parole lors de la conférence de presse impromptue, promettait une enquête approfondie et réitérait son engagement envers la sécurité et la dignité des clients. Cependant, la déclaration n'apaisa pas le mécontentement du public, beaucoup la considérant comme une réponse standard, manquant d'un véritable engagement à résoudre les problèmes sous-jacents. Tout au long de la journée, les médias publièrent des articles sur l'incident, incluant des entretiens avec d'autres passagers et des extraits de la vidéo de David. Le récit ne se limitait plus aux témoins dans l'avion, il avait captivé un public mondial, suscitant des discussions sur la sensibilité raciale et les responsabilités des entreprises dans l'application efficace des politiques antidiscrimination. Lorsque Gail et Jasmine quittèrent l'aéroport, elles ressentirent le poids de leur rôle inattendu dans un dialogue plus large sur la justice raciale. Bien que leur voyage immédiat soit terminé, elles savaient que le voyage plus large vers l'égalité et la compréhension venait juste de commencer, alimenté par les événements indésirables à bord de ce qui aurait dû être un vol de routine. L'incident n'avait pas seulement mis en évidence la prévalence des préjugés raciaux, mais aussi le pouvoir du plaidoyer collectif pour affronter et contester ces problèmes profondément enracinés. Après la tempête initiale de couverture médiatique et de tollé social, Gail et Jasmine se retrouvèrent au cœur d'une confrontation juridique qui allait mettre à l'épreuve leur résilience et leur engagement envers la justice. Intenter une action en justice contre Eric n'avait pas été décidé à la légère. Cela découlait d'un désir profond de s'assurer que personne d'autre ne puisse endurer ce qu'ils avaient vécu. Dans les jours qui suivirent le vol, Jasmine contacta un avocat spécialisé dans les affaires de droit civique. L'avocate, Mademoiselle Thompson, était parfaitement consciente des implications sociales de l'affaire et de son potentiel à créer un précédent important. Lors de leur première réunion, elle exposa la stratégie clairement et systématiquement. Nous devons rassembler toutes les preuves possibles. Vidéos, déclarations des témoins, vos propres témoignages. Tout comptera. Nous ne nous contentons pas d'aller contre Eric. Nous mettons en évidence un problème systémique. Jasmine, toujours méticuleuse, avait déjà compilé un dossier de preuves numériques comprenant la vidéo publiée par David et divers commentaires de témoins oculaires qui avaient partagé leur récit en ligne. Gail, épuisée émotionnellement par l'incident, retrouva un sens renouvelé à ses préparatifs. Elle raconta son expérience à Mademoiselle Thompson, qui écouta attentivement, notant des détails clés qui pourraient s'avérer cruciaux au tribunal. Le bilan émotionnel du récit de l'événement était palpable. Alors que Gail parlait, sa voix tremblant parfois, signe du traumatisme persistant sous son extérieur posé. Jasmine resta proche, tenant la main de sa mère, un pilier silencieux de soutien. Après la réunion, elles ressentirent un lourd épuisement, non seulement à cause du récit, mais aussi du poids du voyage qu'elles étaient sur le point d'entreprendre. Mademoiselle Thompson les informa des défis potentiels à venir. Des cas comme celui-ci peuvent être longs et éprouvants sur le plan émotionnel. La défense tentera probablement de discréditer vos affirmations, en décrivant éventuellement les actions d'Eric comme isolées ou provoquées. Nous devons rester concentrés et maintenir le récit basé sur des faits et des preuves indéniables de discrimination. Alors que l'équipe juridique se mettait au travail, des assignations à comparaître furent émises pour les dossiers de la compagnie aérienne, y compris le manifeste de vol et tous les rapports internes établis par l'équipage sur l'incident. Les déclarations des témoins furent officiellement recueillies. Plusieurs passagers, qui avaient exprimé leur indignation en ligne, se manifestèrent pour offrir des témoignages officiels. Tout au long du processus, Gail et Jasmine se retrouvèrent dans un tourbillon de complexité juridique. Parfois, l'ampleur de ce qu'elles entreprenaient devint écrasante. Un soir, alors qu'elles étaient assises ensemble dans leur salon, Gail exprima ses craintes.
Et si tout cela n'aboutissait à rien? Et si cela était simplement balayé sous le tapis? Jasmine, ressentant elle-même la tension mais déterminée à aller jusqu'au bout, rassura sa mère. Nous faisons cela non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont déjà été réduits au silence. Nous devons essayer. La communauté les soutenait, avec des messages d'encouragement affluents via les médias sociaux et les groupes communautaires. Des militants locaux et des organisations de défense offrirent leur aide, considérant le combat de Gail et Jasmine comme faisant partie d'une bataille plus large contre l'inégalité raciale. À mesure que la date d'audience approchait, l'affaire contre Eric commençait à symboliser plus qu'une simple réponse à une rencontre désagréable dans un avion. Cela devenait une déclaration publique importante contre le racisme, affirmant que ce comportement ne serait toléré sous aucune forme et en aucun lieu. Gail et Jasmine, fortifiées par leur cause et le soutien de la communauté, étaient prêtes à affronter le système judiciaire, pleines d'espoir que leur position contribuerait à un changement plus large. La bataille juridique entre Gail, Jasmine et Eric gagnait du terrain et la date d'audience approchait. La communauté au sens large a commencé à se rassembler autour d'eux dans une remarquable démonstration de solidarité. L'affaire avait transcendé ses origines en tant que différend sur une fuite, puisé dans une veine collective plus profonde de résistance contre le racisme. L'élan de soutien avait été à la fois local et numérique. Les dirigeants communautaires, les églises locales et les groupes de défense à Londres ont organisé des rassemblements et des forums pour discuter de l'affaire et de ses implications plus larges pour la justice raciale au Royaume-Uni. Ces événements ont servi non seulement de plateforme de discussion, mais aussi d'opportunité de collecte de fonds pour aider à couvrir les frais juridiques de Gail et Jasmine. Les médias sociaux ont continué à jouer un rôle central. Les sympathisants du monde entier ont partagé leurs propres histoires de discrimination et comment ils ont tiré leur force du courage de Gail et Jasmine pour tenir tête à leur agresseur. Un événement important a été un rassemblement communautaire organisé dans un parc local auquel ont participé des centaines de personnes d'horizons divers. Parmi les orateurs figuraient des militants connus pour leur travail contre la discrimination raciale, ainsi que des individus ayant subi des injustices similaires. Gail, d'abord hésitante à parler, s'est sentie émue par la chaleur et le soutien de la foule. Debout sur le podium, elle a prononcé un discours sincère sur ses expériences. Sa voix résonnait d'émotion mais aussi de force. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour moi et ma fille, mais pour chaque personne qui a jamais été créée. Se sentir moins qu'à cause de la couleur de leur peau. Les paroles de Gail ont été acclamées et applaudies. Ce soutien ne concerne pas seulement notre cas, c'est un message fort et clair que le racisme n'a pas sa place dans notre société, a-t-elle ajouté. Jasmine a également pris la parole, soulignant le rôle de la communauté et surmonter les défis personnels et systémiques. Vous voir tous ici aujourd'hui et lire vos messages en ligne nous rappelle que même si nous sommes devant le tribunal, nous ne sommes pas seuls, c'est notre combat collectif. Les médias locaux ont couvert le rassemblement, diffusant des images et des discours qui ont encore amplifié le message. Une interview avec Gail et Jasmine a été diffusée, dans laquelle elles ont exprimé leurs espoirs quant à ce que le procès pourrait réaliser au-delà de leur justification personnelle, à savoir une reconnaissance sociétale plus large et un rejet du racisme. Le soutien ne se limitait pas au soutien moral et émotionnel. Les contributions financières affluèrent pour garantir que Gail et Jasmine puissent se permettre une représentation juridique solide. Des experts juridiques et des avocats chevronnés proposèrent leurs conseils, et dans certains cas, leurs services bénévolement, reconnaissant l'importance de l'affaire dans la lutte pour les droits civiques. L'augmentation du soutien communautaire eut un effet profond sur Gail et Jasmine. Chaque geste d'encouragement et chaque cri de ralliement renforcèrent leur détermination et atténuèrent le poids émotionnel des procédures judiciaires. Soutenues par la communauté, elles se rappelaient quotidiennement que leur position faisait partie d'un mouvement beaucoup plus vaste qui cherchait justice non seulement dans la salle d'audience, mais dans le tissu social de la société elle-même. À l'approche de la date du procès, le réseau de soutien qui s'était cristallisé autour d'elles fut une démonstration éclatante du pouvoir de l'action collective. C'était un témoignage de l'impact que l'unité face à l'injustice peut avoir, favorisant un sentiment d'espoir et de détermination qui résonna bien au-delà des limites de leur situation immédiate. La salle d'audience fut bondée alors que le procès entre Gail, Jasmine et Eric commença. L'intérêt du public pour l'affaire n'avait fait que s'intensifier, avec des gens faisant la queue pendant des heures pour obtenir une place dans la tribune. Les caméras des médias flashèrent sans cesse pour capturer l'entrée de chaque participant dans la salle d'audience, signalant la nature très médiatisée de cette bataille juridique. Eric, autrefois confiant, sembla maintenant visiblement secoué alors qu'il se dirigeait vers la table des accusés. Son arrogance précédente fut remplacée par une attitude nerveuse,
ses yeux parcourant la pièce, réalisant peut-être pleinement la gravité de la situation et le mépris du public qui s'était élevé à son encontre. Au début de la procédure, Gail et Jasmine furent assises tranquillement, leurs mains jointes, leur visage un mélange d'anxiété et de détermination. Leur avocate, Mademoiselle Thompson, présenta une déclaration d'ouverture convaincante, décrivant les grandes lignes de l'affaire et soulignant les implications sociétales du fait de laisser le harcèlement racial impuni. La défense d'Eric fut au mieux fragile. Son avocat tenta de décrire l'incident comme un malentendu disproportionné, arguant que les remarques d'Eric étaient le résultat du stress et ne constituaient pas du harcèlement racial. Le client regretta son choix de mots, déclara l'avocat de la défense en essayant d'orienter le récit vers une conclusion moins accablante. Cependant, les preuves furent majoritairement contre Eric. La vidéo enregistrée par David fut diffusée au tribunal. Sa clarté laissa peu de place au doute sur la nature des commentaires d'Eric. Les témoignages d'autres passagers corroborèrent le récit de Gail et Jasmine, décrivant le comportement d'Eric comme non provoqué et offensant. Lorsqu'Eric vint à la barre, son témoignage n'aida pas sa cause. Lors du contre-interrogatoire, ses réponses furent erratiques et contradictoires. Lorsque Mademoiselle Thompson lui demanda pourquoi il se sentait justifié de faire des commentaires racistes, Eric trébucha sur ses mots. Sa façade s'effondra sous le poids de ses propres déclarations. « J'étais juste bouleversé par d'autres choses. Je ne voulais pas, ça s'est mal passé, dit-il. » N'ayant pas fourni une défense cohérente, le public murmura tout au long de la galerie, de nombreux participants secouant la tête avec incrédulité face aux tentatives d'Eric pour détourner sa responsabilité. Le courant de l'opinion publique n'était clairement pas en sa faveur, et la désapprobation palpable sembla diminuer encore davantage son sang-froid à mesure que le procès avança. L'impact des actions d'Eric sur sa vie personnelle commença à se faire sentir. Des rapports firent surface selon lesquels son employeur l'avait suspendu en attendant l'issue du procès et il fut confronté à l'ostracisme social. Des amis et des connaissances s'éloignèrent, refusant d'être associés à la publicité négative. Les profils de médias sociaux d'Eric furent inondés de commentaires critiques et il désactiva finalement ses comptes. La salle d'audience résonna avec un silence tendu alors que le juge se prépara à rendre le verdict. Gail et Jasmine, main dans la main, attendirent la décision en retenant leur souffle. La bataille juridique, émotionnellement et mentalement éprouvante, culmina à ce moment-là, un moment qui valida leur épreuve ou diminua leur lutte pour la justice. Sur la base des preuves présentées et des témoignages des témoins, le juge commença d'une voix ferme et claire, le tribunal se prononce en faveur des plaignants Gail et Jasmine. Il fit une pause pour inspecter la salle d'audience puis continua, le défendeur Eric fut par la présente condamné à payer une somme importante en dommages-intérêts pour ses actions. Cette décision fit des vagues dans la salle d'audience. Les partisans de Gail et Jasmine, certains portant des épinglettes antiracistes et se tenant la main, poussèrent des acclamations silencieuses avec un sentiment de soulagement. Le verdict ne fut pas seulement une victoire personnelle pour Gail et Jasmine, c'était une victoire symbolique pour tous ceux qui avaient déjà été victimes de discrimination raciale. Le juge exposa les raisons de la décision en citant le mépris flagrant d'Eric pour la dignité et le respect dû aux autres passagers. Gail ressentit un mélange de triomphe et de chagrin. La justification légale fut douce, mais elle savait qu'elle ne faisait pas grand-chose pour guérir les blessures plus profondes infligées par le racisme. La victoire dans la salle d'audience fut un pas vers la justice, mais le voyage vers une véritable égalité et compréhension restait d'une durée intimidante. À l'extérieur du palais de justice, Jasmine parla aux médias rassemblés, ses paroles réfléchies et mesurées. Le verdict d'aujourd'hui est un message que le racisme n'a pas sa place dans notre société. Cependant, même si nous sommes reconnaissants pour cette décision, nous savons que la vraie justice ne consiste pas seulement à gagner une affaire. Il s'agit de changer les cœurs et les esprits, il s'agit de mettre fin à la nécessité pour ces affaires d'exister. Gail, se tenant aux côtés de sa fille, hocha la tête en signe d'accord. Elle réfléchit à la longue histoire de la lutte raciale, pas seulement la sienne, mais celle d'innombrables autres. Cette victoire est pour tous ceux qui ont été réduits au silence, qui ont été négligés, à qui on a dit qu'ils n'avaient pas d'importance. Aujourd'hui, nous avons montré que tout le monde comptait, dit-elle, sa voix teintée d'émotion. La victoire fut largement couverte par les médias, les réseaux sociaux discutant non seulement du résultat, mais aussi des implications plus larges pour la justice raciale. Les commentateurs soulignèrent que l'affaire fut un moment charnière dans le dialogue en cours sur les relations raciales, en particulier dans les espaces publics et les institutions.
Et pourtant, malgré la célébration publique, Gail et Jasmine durent faire face à la réalité selon laquelle les victoires juridiques n'effaçaient pas les cicatrices laissées par les préjugés raciaux. La décision fit des vagues dans la salle d'audience. Les partisans de Gail et Jasmine, certains portant des épinglettes antiracistes et se tenant la main, poussèrent des acclamations silencieuses avec un sentiment de soulagement. Le verdict ne fut pas seulement une victoire personnelle pour Gail et Jasmine, c'était une victoire symbolique pour tous ceux qui avaient déjà été victimes de discrimination raciale. Le juge exposa les raisons de la décision en citant le mépris flagrant d'Eric pour la dignité et le respect dû aux autres passagers. Gail ressentit un mélange de triomphe et de chagrin. La justification légale était douce, mais elle savait qu'elle ne faisait pas grand-chose pour guérir les blessures plus profondes infligées par le racisme. La victoire dans la salle d'audience était un pas vers la justice, mais le voyage vers une véritable égalité et compréhension resta d'une durée intimidante. À l'extérieur du palais de justice, Jasmine parla aux médias rassemblés, ses paroles réfléchies et mesurées. Le verdict d'aujourd'hui fut un message que le racisme n'avait pas sa place dans notre société. Cependant, même si nous fûmes reconnaissants pour cette décision, nous savions que la vraie justice ne consistait pas seulement à gagner une affaire. Il s'agissait de changer les cœurs et les esprits, il s'agissait de mettre fin à la nécessité pour ces affaires d'exister. Gail, se tenant aux côtés de sa fille, hocha la tête en signe d'accord. Elle réfléchit à la longue histoire de la lutte raciale, pas seulement la sienne, mais celle d'innombrables autres. Cette victoire fut pour tous ceux qui avaient été réduits au silence, qui avaient été négligés, à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas d'importance. Aujourd'hui, nous montrons que tout le monde comptait, dit-elle, sa voix teintée d'émotion. La victoire fut largement couverte par les médias, les réseaux sociaux discutant non seulement du résultat, mais aussi des implications plus larges pour la justice raciale. Les commentateurs soulignèrent que l'affaire fut un moment charnière dans le dialogue en cours sur les relations raciales, en particulier dans les espaces publics et les institutions. Et pourtant, malgré la célébration publique, Gail et Jasmine durent faire face à la réalité selon laquelle les victoires juridiques n'avaient pas effacé les cicatrices laissées par les préjugés raciaux. L'indemnisation qu'elles reçurent ne pouvait pas réparer l'humiliation et la blessure subie, ni corriger pleinement les torts du racisme systémique qui persistait. Dans le calme du petit matin, Gail s'assit à la table de sa cuisine avec une tasse de thé et regarda par la fenêtre la douce lumière de l'aube qui annonçait un nouveau jour. Ce moment tranquille lui donna l'espace nécessaire pour réfléchir aux événements tumultueux des derniers mois et au véritable sens de la justice. Le procès était terminé, et de l'avis de tous, elles avaient gagné. Pourtant, alors qu'elle sirotait son thé, Gail se demanda ce qu'elles avaient réellement gagné. La victoire juridique était claire, mais la victoire émotionnelle et philosophique était plus troublante et plus insaisissable. Gail réfléchissait souvent à la justice comme une balance, un idéal où le bien et le mal étaient clairement définis et pesés de manière égale. Mais son expérience lui apprit que la justice était plus complexe, enchevêtrée dans les émotions humaines et les préjugés sociétaux, qu'aucun tribunal ne pouvait pleinement démêler. La vraie justice, pensait-elle, ne s'agissait pas seulement de l'issue d'un procès, mais aussi de la reconnaissance et de la réconciliation. Une société qui reconnaissait ses défauts et faisait de véritables efforts pour les amender. Tandis qu'elle réfléchissait à ses pensées, Gail réalisa que même si le verdict avait offert une forme de clôture, cela n'avait pas guéri les blessures plus profondes infligées par l'incident. Le racisme auquel elle avait été confrontée de la part d'Eric était le symptôme d'une maladie sociétale plus vaste qu'une décision de justice ne pouvait guérir. Cette compréhension, qui donnait à réfléchir, éclaira Gail sur le concept de réconciliation. Une véritable réconciliation, elle conclut, nécessite une reconnaissance des torts à l'échelle de la communauté et un effort collectif pour guérir. Il ne s'agit pas seulement d'une seule personne qui change d'avis ou s'excuse, mais de changer le tissu social afin que de tels incidents deviennent moins probables. Quelques années plus tard, dans la solitude de son appartement, Eric contemplait les ruines de sa vie, une existence démantelée par ses propres paroles et ses actes. L'isolement et les répercussions lui avaient donné amplement le temps de réfléchir au chemin qui l'avait conduit ici. À ce moment de clarté douloureuse, alors qu'il rejouait l'incident, la prise de conscience du mal qu'il avait causé aux autres, en particulier à Gail et Jasmine, devint indéniable. Embarrassé et véritablement plein de remords pour la personne qu'il était devenu, Eric décida qu'il était temps de faire un pas qu'il avait évité par peur et par fierté. Il s'excuserait auprès de Gail et Jasmine. Rédigeant une lettre remplie de réflexions et d'excuses, Eric exprima un désir sincère de faire amende honorable non seulement par des mots, mais aussi par des actions continues, démontrant son engagement à changer.
Lorsque Gail et Jasmine reçurent la lettre d'Eric, elles furent initialement sceptiques quant à la possibilité pour quelqu'un de changer si fondamentalement. Mais, en lisant ces paroles sérieuses, elles virent les réflexions d'un homme véritablement aux prises avec ses erreurs et l'impact de ses actions. Après de nombreuses discussions, elles décidèrent de rencontrer Eric pour voir par elles-mêmes l'homme qu'il prétendait devenir. La réunion fut tendue au début, avec des émotions à fleur de peau. Eric, humble et nerveux, répéta ses excuses et partagea son parcours de croissance personnelle depuis le procès, son travail bénévole, son éducation sur la justice raciale et sa participation active aux efforts de guérison communautaire. Gail et Jasmine écoutèrent attentivement, pesant ses paroles par rapport à la profondeur de leur propre douleur. Au fil du temps, elles commencèrent à voir la sincérité des efforts d'Eric. Il était clair qu'il n'était plus le même homme qui était assis à côté de Gail dans cet avion. Émus par ses véritables remords et sa transformation évidente, Gail et Jasmine trouvèrent dans leur cœur de lui pardonner. Cet acte de pardon n'était pas un rejet du passé, mais une reconnaissance de la possibilité d'un changement. C'était un moment puissant pour tous, impliquant un petit geste significatif vers la guérison. Alors qu'ils se séparaient, il y avait un sentiment de clôture, non seulement pour la douleur et la division, mais aussi pour le chapitre de leur vie dominé par ce conflit. Pour Eric, le pardon offert par Gail et Jasmine était à la fois un soulagement et une responsabilité, un rappel de poursuivre ses efforts pour plaider contre le racisme et reconstruire sa vie sur la base de la compréhension et du respect. En conclusion, ce chapitre de réconciliation sert de rappel poignant du pouvoir transformateur du pardon et du potentiel de rédemption personnelle. Il met en évidence l'impact de la reconnaissance et de la rectification de ses faux pas, démontrant que même les blessures profondes peuvent guérir et que les adversaires peuvent trouver un terrain d'entente dans la poursuite d'une justice plus juste et d'un monde plus empathique. Merci d'avoir regardé et à la prochaine, pour une nouvelle histoire réconfortante.